Les contes du perroquet. Conte sixième. Histoire du serpent et de Chapour, capitaine des grenouilles. Lorsque la lune pure et brillante remplaça l'astre éclatant du jour, Rodjesté, paré avec élégance, se présenta devant le perroquet en lui disant « Vous négligez bien l'amour qui m'intéresse. Chaque nuit j'écoute vos conseils avec docilité, mais je n'en retire aucun avantage, et mes désirs ne sont point accomplis. » « Ma belle maîtresse, répondit le perroquet, j'avoue que cette affaire a déjà souffert de grands délais. Néanmoins, soyez assurée que je sais les moyens de vous réunir à votre amant. Ô Rodjesté, ils méritent le nom de sages, ceux qui agissent avec circonspection, et ceux qui réfléchissent à peine ont souvent à gémir des suites de leur folle précipitation, ainsi que le fit Chapour. Rodjesté demanda quel était ce Chapour, et ce qui lui était arrivé. Il y avait dans l'Arabie, dit le perroquet, un puits très profond, dans lequel se trouvait un grand nombre de grenouilles. L'une d'elles, qui se nommait Chapour, était leur chef. Chapour exerçait sur ces sujets une si grande tyrannie et les traitait avec tant de cruauté que les grenouilles réduites au désespoir tinrent enfin conseil. Le gouvernement de Chapour, dirent-elles, nous a tout ravis, excepté l'existence. Et qui peut nous répondre que nous la conserverons longtemps? Choisissons donc un autre chef parmi nous, qu'il règne et que Chapour soit banni. Un autre chef fut désigné et reçut le serment d'obéissance. Chapour, banni, se voyant sans ressources, alla près de la demeure d'un serpent. Il l'appela du ton le plus humble. Le serpent sortit la tête de son trou, et voyant la grenouille, il se prit à rire et dit « Comment se fait-il que toi, qui dois être ma pâture, tu viennes ainsi chercher la mort ?» Chapour répondit, de l'air le plus respectueux, qu'il désirait consulter le seigneur serpent et obtenir son assistance. Le serpent lui permit alors d'exposer ce qu'il avait à demander. Lorsqu'il fut bien instruit de tout ce qui s'était passé, et que Chapour eut réclamé son appui, il le lui promit, et lui témoigna beaucoup de civilité. « Venez, continua le serpent, montrez-moi le puits, et je vous vengerai de vos rebelles sujets. » Ils se mirent en route de compagnie, et descendirent dans le puits. En peu de jours, toutes les grenouilles furent dévorées. Alors le serpent dit à Chapour « Il ne me reste plus de grenouilles et j'ai encore faim. Qu'allez-vous me donner à manger ?» Chapour, un peu effrayé, répondit au serpent qu'il ne voulait pas abuser plus longtemps de sa magnanimité, et que délivré qu'il était de ses ennemis, il serait bien fâché de le retenir davantage loin de son habitation. Le serpent se montra alors tout à fait décidé à ne pas l'abandonner dans cette solitude. Chapour, de plus en plus alarmé, se repentit amèrement d'avoir imploré l'assistance de ce dangereux allié. Cependant, après un instant de réflexion, il dit au serpent « Je connais près d'ici un autre puits où il se trouve encore une grande quantité de grenouilles rebelles. Si vous l'ordonnez, j'userai de quelques stratagèmes pour les amener ici. » Le serpent lui permit de s'éloigner et lui recommanda de ne pas tarder à revenir avec cette nouvelle proie. Chapour, échappé au serpent par cette ruse, sortit du puits et courut se cacher dans un grand étang qui était à peu de distance. Après l'avoir attendu quelque temps, le serpent vit bien qu'il était dupe et qu'il attendrait en vain. Il quitta le puits et s'en retourna chez lui. Le perroquet, en finissant son conte, dit à Rodjesté « Vous avez entendu, maintenant ne différez plus. » Rodjesté fit quelques pas, mais il n'était déjà plus temps. Les oiseaux firent entendre leur chant matinal, et le jour commençant à poindre, le départ fut différé.
Conte septième. Les amours d'un derviche pour la fille du roi de Kinodji. Lorsque la nuit entière fut venue, et que la lune commença à se lever, Rodjesté, brillante d'attrait et de parure, alla vers le perroquet pour lui demander la permission désirée, en lui disant « Je suis honteuse de paraître devant vous et de vous voir tant de troubles à mon sujet. Vous en perdez tout sommeil et tout repos. Comment pourrais-je exprimer la reconnaissance que je sens dans mon cœur ?» « Oh, ma maîtresse, répondit le perroquet, je suis votre esclave, et quoique je ne puisse pas vous servir efficacement dans vos affaires, il m'est au moins possible de vous permettre d'aller bien vite trouver votre amant. Je me sacrifierai pour votre cause, comme le roi des rois dont vous avez sûrement entendu parler. »« Non, dit Rodjesté. Quelle est cette histoire ?» Le perroquet commença ainsi. Le roi de Kinodji avait une fille dont la beauté était incomparable. Il arriva qu'un derviche l'ayant aperçue, en devint tellement amoureux qu'il en perdit entièrement l'usage de la raison. Lorsqu'il avait des lueurs de bon sens, il s'écriait en se condamnant lui-même « Insensé que je suis, comment un misérable mendiant pourrait-il s'allier à un monarque ?» Cependant l'amour fut le plus fort. Le derviche envoya au roi un message conçu en ces termes « Donnez-moi votre fille parce que je l'aime, et ne considérez ni ma misère ni votre puissance. » Le roi entra dans une violente colère contre le derviche et ordonna qu'on punît son insolence. Le vizir lui dit « Cet homme est un derviche et votre majesté a toujours protégé les gens de sa sorte. Laissez-moi essayer quelque moyen de le faire sortir de la ville. » Ayant obtenu le consentement du roi, le vizir envoya chercher le derviche et lui dit « Si vous amenez au roi un éléphant chargé d'or, je vous ferai obtenir la main de sa fille. » Le derviche se retira, et dans sa folie, il cherchait les moyens de remplir l'ordre qui venait de lui être donné, lorsqu'une personne qui s'intéressait à son sort lui dit « Allez trouver le roi des rois, exposez-lui votre situation, et demandez-lui autant d'or qu'un éléphant peut emporter. Bien certainement il vous l'accordera. » Le derviche se rendit auprès du roi des rois et lui raconta son amour et ses peines. Le roi des rois, après l'avoir écouté avec bonté, fit remettre au derviche un éléphant chargé d'or, et le derviche le conduisit au Radja. Lorsque le Radja eut reçu ce présent, il dit au vizir « Votre idée n'a pas été suivie du succès, car le derviche a amené l'éléphant. » « Puisqu'il en est ainsi, dit le vizir, il faut que ce soit le roi des rois qui le lui ait donné, car dans le temps où nous vivons, il n'y a que lui qui puisse faire un tel acte de magnificence. Il faut donc mettre quelque autre ruse en usage. » Le vizir parla une seconde fois au derviche, et lui dit que s'il n'avait pu obtenir la fille du Radja pour un éléphant chargé d'or, il l'obtiendrait sans nul doute en apportant au Radja la tête du roi des rois. Le derviche retourna vers le roi des rois et lui conta ce qu'on lui demandait. « Ne vous troublez pas l'esprit, lui dit le roi des rois, et ne soyez point inquiet sur mon compte. J'ai tenu pendant plusieurs années ma tête à la disposition de quiconque me la demanderait. Liez donc une corde autour de mon cou, conduisez-moi en cet état devant le Radja, et dites-lui que vous lui apporterez la tête qu'il demande avec le corps auquel elle appartient. Alors, s'il l'exige, séparez ma tête de mon corps. Et demanderait-il encore autre chose, je vous le ferai aussitôt obtenir. » Le derviche obéit, il noua une corde autour du cou du roi des rois et le conduisit au palais. Lorsque le Radja connut la générosité du roi des rois, il tomba à genoux devant lui en s'écriant « Aucun homme dans le monde ne peut vous surpasser en générosité et en bonté, car il n'existe personne qui voulût se dévouer à la mort pour la satisfaction d'un pauvre derviche. » Appelant alors sa fille,
le Rajah la présenta au roi des rois et lui dit « Elle vous appartient, disposez d'elle selon votre volonté. » Lorsque le perroquet eut fini l'histoire du roi des rois, il dit à Rodjesté « Si ma tête peut jamais vous être de quelque utilité, ô ma maîtresse, je la donnerai pour vous sans regret et sans la moindre hésitation. Maintenant, hâtez-vous d'aller trouver votre ami. » Rodjesté se leva, fit quelques pas, mais le coq chanta pour annoncer le matin, et le départ fut différé. Conte huitième. L'orfèvre et le charpentier. Lorsque le soleil disparut de l'horizon et que la lune revint éclairer la terre, Rodjesté se couvrit d'or et de joyaux. Elle vint trouver le perroquet et lui dit « Donnez-moi la permission de me rendre ce soir auprès de mon bien-aimé. » « Pourquoi différez-vous ainsi, Rodjesté ?» répondit l'oiseau. « Ne vous ai-je pas accordé dès la première fois ce que vous me demandez aujourd'hui? Cependant, si vous vouliez suivre mon conseil, vous ne paraîtriez pas devant votre amant avec tous les bijoux dont votre parure est ornée. Qui sait si leur rare valeur ne le porterait pas à les convoiter, et son affection pour vous en souffrirait. Il en fut absolument ainsi d'un orfèvre qui, pour avoir l'or d'un charpentier, oublia une amitié de plusieurs années. Rodjesté, voyant qu'il lui restait encore quelques instants, marqua le désir d'entendre cette histoire, et le perroquet la lui raconta de la manière suivante. Il y avait une fois un orfèvre et un charpentier, entre lesquels il existait une telle intimité que tous ceux qui les voyaient croyaient qu'ils étaient frères. Ils entreprirent ensemble un voyage. Mais à leur arrivée dans une ville éloignée, ils se trouvèrent dans une grande détresse et sans aucun moyen de subvenir à leurs dépenses. Après avoir bien réfléchi, ils se dirent qu'il y avait un temple consacré aux idoles où se trouvaient plusieurs figures d'or, qu'il fallait que tous deux feignissent d'être des brahmanes, qu'alors ils entreraient dans le temple pour faire leur dévotion, jusqu'à ce qu'ils pussent trouver une occasion favorable pour dérober les images. Ils se mirent à prier avec ferveur et composèrent leurs figures. Les véritables brahmanes, voyant leur manière de prier, furent si honteux de leur tiédeur que chaque jour un ou deux d'entre eux sortaient du temple et n'y revenaient plus. Lorsqu'on les interrogeait sur cette conduite, ils répondaient que ni eux ni les autres brahmanes n'étaient capables d'accomplir les cérémonies aussi bien que les deux étrangers, et qu'ils en éprouvaient trop de dépit pour en être plus longtemps les témoins. Au bout de quelques jours, le temple fut entièrement désert, et personne n'y restant plus que l'orfèvre et le charpentier, ils s'emparèrent une nuit des plus riches idoles et reprirent la route de leur pays. Lorsqu'ils furent à peu de distance de la ville où ils demeuraient, ils enterrèrent les images sous un arbre et se rendirent chacun à leur maison. Mais une nuit, l'orfèvre sortit de chez lui, alla seul vers l'arbre sous lequel était déposé le trésor, creusa la terre et emporta toutes les images. Le matin, il vint trouver le charpentier et avec de grandes exclamations il lui reprocha sa conduite. « Voleur que tu es !» s'écria-t-il. « Tu as oublié notre longue amitié et tu m'as ravi la moitié du bien qui m'appartenait. Mais cet argent ne te portera point de profit et d'ici à peu de jours tu l'auras dissipé. » Le charpentier fut d'abord très étonné. Lorsqu'il comprit ce dont il s'agissait, « Orfèvre, dit-il à son ancien ami, je suspecte vos actions. Quoi qu'il en soit, ne m'accusez point. » Le charpentier était fin et rusé.
il sentit bien que ce n'était pas le moment de criailler ni de se disputer, et, après ce peu de mots, il garda le silence. Quelque temps après, le charpentier fit une figure en bois ressemblant à l'orfèvre, et l'ayant vêtu d'habits pareils à ceux qu'il portait ordinairement, il remplit les pans et les manches de toutes sortes de viandes. Il avait, depuis peu, acheté secrètement 2 jeunes ours. Il les habitua à chercher leur nourriture dans les vêtements de ce mannequin. Chaque fois que ces animaux avaient faim, ils y trouvaient des provisions. En peu de temps, les oursons conçurent un grand attachement pour cette figure. Dès que le charpentier fut bien assuré que ses projets ne pourraient être déjoués, il invita l'orfèvre et sa famille, ainsi que d'autres femmes du voisinage, à une fête qu'il voulait donner. La femme de l'orfèvre se rendit avec ses 2 fils à l'invitation. Alors le charpentier, ayant caché les 2 enfants, commença à s'écrier que les fils de l'orfèvre venaient d'être transformés en ours. L'orfèvre, entendant tout ce bruit, vint sur-le-champ, et en ayant appris la cause, il dit au charpentier qu'il affirmait une fausseté, car il était sans exemple qu'un homme eût été changé en ours. La dispute s'échauffa. Enfin ils résolurent d'en référer au gouverneur de la ville et au cadi, et ils se rendirent devant eux. Le cadi interrogea le charpentier sur la manière dont cet événement était arrivé. Le charpentier raconta que les enfants de l'orfèvre jouaient ensemble et que tout à coup ils étaient tombés sur le plancher où ils s'étaient transformés en ours. « Mais, reprit le cadi, comment puis-je ajouter foi à votre assertion ? » « J'ai lu jadis, dit le charpentier sans se déconcerter, que toute une ville avait subi une telle métamorphose, mais qu'en changeant de forme, les malheureux habitants avaient conservé l'usage de leur raison. Donc, si les 2 ours connaissent les personnes et peuvent distinguer leurs amis, j'aurais donné la preuve de ce que j'avance. Maintenant, que l'on fasse venir ces petits ours au milieu de toute l'assemblée, et s'ils reconnaissent l'orfèvre, ils sont ses enfants. » Le cadi, après avoir entendu le charpentier, approuva sa proposition. Les ours furent amenés et mis en liberté. Dès qu'ils aperçurent l'orfèvre, dont la figure de bois offrait l'exacte ressemblance, ils coururent à lui, frottèrent leur tête sur ses pieds et se jouèrent en gambadant autour de lui. Le cadi, ayant contemplé avec étonnement toutes les marques d'affection que les oursons donnaient à l'orfèvre, lui dit « Je ne puis m'empêcher de reconnaître que ces animaux sont vos enfants. Prenez-les donc et emmenez-les avec vous. Pourquoi accusiez-vous injustement le charpentier et lui cherchiez-vous querelle à ce sujet ?» L'orfèvre, confondu et désolé, se jeta aux pieds du charpentier et frappant la terre avec sa tête, il lui demanda pardon du tort qu'il lui avait fait et lui dit « Si ce qui vient de se passer est un artifice de votre part pour recouvrer votre portion du trésor, prenez-le tout entier si vous voulez, mais rendez-moi mes enfants. » Le charpentier lui répondit qu'il en avait si mal agi envers lui qu'il était juste que ses fautes fussent punies, mais que puisqu'il les reconnaissait et en montrait un repentir sincère, il ne serait pas étonné que ses enfants aussi fussent rendus à leur forme véritable. L'orfèvre rendit au charpentier la moitié de l'or qu'il avait dérobé, et le charpentier, en retour, apporta les enfants et les rendit à leur père. Le perroquet finit ainsi l'histoire de l'orfèvre et du charpentier, et dit ensuite à Rodjesté « N'emportez donc point tous ces joyaux avec vous, car vous voyez que l'appât du gain peut troubler l'union la plus tendre. » Rodjesté, soumise à ses avis, se dépouilla de tous ses ornements, et elle se hâtait de courir vers son bien-aimé, lorsque l'aurore paraissant, le départ fut différé.